Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. On va se transporter maintenant du côté de la France parce que la situation est toujours aussi bouillonnante sur le plan politique. 4 jours après le deuxième tour des élections législatives en France, on assiste à une forme de blocage, littéralement politique. Mercredi, donc hier, Emmanuel Macron a publié une lettre aux Français, donc il ne s'est pas exprimé verbalement, il n'a pas fait de sortie publique, mais il a fait cette sortie-là avec une lettre aux Français et il a interpellé, en fait, il a appelé les forces, ce qu'il a appelé, entre guillemets, les forces républicaines, sans spécifier ce qu'il voulait dire exactement, à bâtir une majorité solide et plurielle pour le pays. Pourtant, si la coalition de gauche est arrivée légèrement en tête au deuxième tour des élections législatives, on dirait, quand on observe la situation, là, il ne semble pas assuré que le président nomme un premier ministre issu de la gauche. Alors, on va en parler. Comment expliquer cette situation? Qui sera nommé premier ministre? Parce qu'on ne peut pas rester comme ça dans le flou. Je veux dire, le pays est complètement ingouvernable, on peut rien faire en ce moment. Qui va diriger véritablement le pays? C'est-tu la gauche, finalement? C'est-tu la droite? C'est-tu le centre? On va en discuter avec Ghislain Benessa, qui est avocat, docteur en droit et auteur du livre. J'aime beaucoup le titre parce que je trouve que ça témoigne de la situation. Donc, du livre « On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges ». Ghislain Benessa, bonjour. Bonjour, Karima Brick. Bonjour. Merci d'être avec nous pour le public ici au Québec, au Canada. Et on a envie justement de vous demander, là, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Emmanuel Macron voulait une clarification avec ses élections, puis on a l'impression que c'est plutôt un éparpillement. Est-ce que c'est la coalition de gauche qui a véritablement remporté? On avait l'impression que c'est la coalition de gauche qui a remporté au deuxième tour. En fait, effectivement, la dissolution devait être le grand acte de clarification. On devait, d'après Emmanuel Macron, on devait clarifier le fait que les Français avaient mis en tête le Rassemblement national au soir des européennes, début juin. Donc, c'était le grand scrutin on va dire, de l'avant-été qui, après, amenait les Français vers le soleil et vers les plages du mois de juillet. C'est un petit peu comme ça qu'on voyait le printemps ou l'été électoral. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que cette dissolution a accélérer les clivages français qu'on avait depuis longtemps, c'est-à-dire l'existence de 3 blocs. Le fameux bloc central autour d'Emmanuel Macron, qui avait fait entrer la France dans cette espèce de nouvelle voie il y a maintenant 7 ans. Le bloc de droite, qui est largement constitué autour du Rassemblement national, qui est donc cette droite nationale, comme elle s'appelle, ou l'extrême droite aussi, comme on l'appelle parfois. Donc là, question de mots. Et à gauche, finalement, le nouveau Front populaire, qui est cette arborescence autour de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, du Parti socialiste, des écologistes, etc. Donc on a 3 blocs qui ont finalement fait campagne, j'allais dire pour deux d'entre eux, contre Emmanuel Macron, qui a été la figure repoussoire du premier tour des élections législatives, avec une gauche, je me permets de dire dans les choux, au soir du premier tour, une gauche a priori éparpillée façon puzzle, et finalement un front républicain qui a joué à pleine mesure dans l'entre-deux tours, et le nouveau Front populaire qui apparaît comme le bloc a priori gagnant, c'est-à-dire un bloc qui fait 180 sièges, 160 pour le bloc central et 140 environ pour je caricature un peu, mais pour le bloc de droite, ce qui fait que on a 2 caractères inédits, mais complètement inédits. On a une tripartition, 3 blocs, ce qui veut dire des alliances, des compromis, des tractations d'appareils dans tous les sens, et donc un Parlement ingouvernable, une France ingouvernable, puisqu'on n'arrive pas à voir qui a gagné un scrutin dans lequel, en fait, tout le monde a un peu perdu et tout le monde a un peu gagné. Ce qui fait que la France découvre aujourd'hui un régime parlementaire qu'on ne connaissait pas, un Parlement impuissant, ce qui n'était jamais arrivé dans cette situation depuis le départ, depuis 1958. Donc c'est de l'inédit et de l'inédit, puis de l'inédit qui se poursuit avec un président qui essaye de recoller les morceaux. Voilà la situation à l'heure où on se parle, qui risque de changer dans les jours qui suivent. Oui, c'est ça. On a l'impression que chaque journée, ça bouge un peu, on ne sait pas trop. Et c'est sûr que d'un point de vue extérieur, on regarde ça et on se dit, bon, au premier tour. En fait, si on remonte même effectivement aux élections européennes, le Rassemblement national qui est arrivé
en première position. Au premier tour, le Rassemblement national arrive encore en première position. Et finalement, lors du deuxième tour, les Français ont dit, finalement, non, on n'a pas envie de leur donner nécessairement les clés du pouvoir. Et on se retrouve avec la coalition de gauche qui devient légèrement donc en avance. Eux disent, écoutez, on a gagné les élections, peu importe ce qu'on en pense, il y a beau avoir 3 blocs ou quoi que ce soit, c'est nous, on doit gouverner. Et à ce moment-là, comment se fait-il qu'Emmanuel Macron ne nomme pas un premier ministre issu de la gauche comme le voudrait la tradition, si on regarde ça purement et simplement là? Alors, premier problème, c'est que le nouveau Front populaire est en tête avec 184 députés, donc il y manque 106 députés pour avoir une majorité absolue. Ce qui veut dire qu'en même temps, il est en tête, le nouveau Front populaire, mais en même temps, il est très très loin d'avoir une majorité substantielle. Si on prend, je ne vais pas prendre l'histoire exacte des institutions françaises, mais on n'a jamais connu un scrutin dans lequel le parti qui allait diriger la France était aussi éloigné d'une majorité absolue. Ça n'est jamais arrivé. Ce qui fait qu'en réalité, le NFP, le nouveau Front populaire, a une victoire formelle sur le papier, si vous voulez, il est premier, mais il est premier d'une course dans laquelle il est très loin de la ligne d'arrivée, en quelque sorte. Il est juste premier d'une course en chocolat. C'est-à-dire que c'est pas avec ça que ça suffit. Ce qui se produit du coup, et faut le dire, c'est le talent, l'habileté d'Emmanuel Macron. J'ai failli dire de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en fait, on a plusieurs figures actuellement en première ligne. Emmanuel Macron, ce qui se passe, c'est que tout le monde l'a compris, il veut déjouer un piège à double bande. Il voulait déjouer le piège RN, donc il a réussi à éviter en quelque sorte une victoire annoncée du Rassemblement national et donc Jordan Bardella, Premier ministre. C'était le premier piège, le gros piège que d'aucuns prédisaient. Et maintenant, il essaye d'éviter le piège de la France insoumise, puisque le nouveau Front populaire a en son sein un parti puissant. C'est le socle du NFP, c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est clair que on imagine assez mal Emmanuel Macron avoir envie de cohabiter, que ce soit avec Jordan Bardella, encore moins peut-être avec Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader sanguin et charismatique et en même temps très difficile à estimer. À estimer, à jauger. C'est un homme, c'est un tacticien hors pair, Jean-Luc Mélenchon. Ce qui fait que ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il gagne du temps. Donc, comment est-ce qu'il a fait? Il a conservé Gabriel Attal Premier ministre. Donc, on a toujours Attal 2 qui a remplacé Attal 1, si je puis dire. Donc, on a le même Premier ministre de la Macronie, alors que Emmanuel Macron, que son parti n'a plus la majorité, même relative, à l'Assemblée. Et en fait, et que Gabriel Attal, et juste pour spécifier, et que Gabriel Attal, donc, ça aussi, comme le veut la tradition, est arrivé et a remis sa démission. Et le président Emmanuel Macron a dit, non, pas tout de suite, il faut un petit peu clarifier les choses, donc je vous demande de rester encore Exactement. en poste un petit moment. Exactement. En fait, ce qui s'est produit, c'est que Gabriel Attal, il a remis sa démission. Emmanuel Macron considère, et là c'est un jeu tactique de sa part, ce n'est pas une lecture des institutions. Emmanuel Macron considère que tant qu'il n'y a pas vraiment de coalition claire, de groupe parlementaire formé, il gratte quelques jours, au moins jusqu'au 18 juillet, pour voir un peu si la gauche se déchire, si un nom sort du chapeau, si finalement les Républicains ne sont pas une force supplétive avec lesquelles il pourrait travailler. Donc il espère peut-être qu'il y ait une espèce d'arrangement, de compromis qui se trouve entre les forces de centre droit qui pourraient s'agréger au bloc central, voire même rallier au bloc central quelques voix de gauche non mélenchoniennes. Vous savez, on rentre vraiment dans une tambouille politique. Soit dit en passant, la tambouille politique dont les Français ne voulaient justement plus du tout. Ils voulaient un grand coup de balai et on se retrouve avec des tactiques politiques, la bonne vieille tambouille. Les vieux. Vous savez, on dit en France, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et ben quelque part, là c'est un vieux pot et on espère une soupe macronienne qui va sortir. En tout cas, c'est mieux pour lui. Et ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il a rédigé une lettre aux Français, donc une lettre publiée dans la presse régionale, dans laquelle il a dit aux Français, il dit clairement aux Français, il souhaite que les partis de l'arc républicain se mettent d'accord, c'est-à-dire tout sauf le RN et tout sauf le LFI, donc en gros tout ce qui constitue une force qui n'est pas à gauche version Mélenchon ou à droite version Jordan Bardella, et il se donnerait, c'est ce qu'il a dit dans sa lettre, quelques jours pour voir si le paysage se décante et en fonction des compromis et des arrangements et de la responsabilité des partis de gouvernement qui sont dans cet arc républicain, donc
hors RN et hors LFI, il verrait si la situation se décante et dans cette situation, il nommerait alors, dans quelque temps, un Premier ministre. Ce qui veut dire que Emmanuel Macron réclame de jouer la montre, il souhaite que les Français lui accordent un peu de temps. En gros, il redevient le maître des horloges, celui qui était le grand battu du premier tour des législatives et le grand battu des européennes, a de nouveau un petit peu les cartes en main pour voir si la situation se décante et quelque part profiter des déchirements de la gauche et potentiellement des arrangements avec la droite pour que le bloc central, la Macronie, conserve potentiellement une majorité relative avec des alliés. Donc c'est un jeu de combinaison qui va durer encore quelques jours et qui est un brouillard parlementaire et un brouillard d'assemblée que les Français n'avaient pas vécu depuis l'invention de la Ve République en 1958. Tout est inédit. Effectivement, tout est inédit. C'est intéressant quand vous parlez de cette lettre d'Emmanuel Macron parce qu'il dit, au fond, je cite là, il dit enfin, personne ne l'a emporté quand il fait référence au deuxième tour. Donc, c'est quand même particulier. On a l'impression qu'effectivement, il veut reprendre la main, mais ses opposants l'accusent de déni. Est-ce que, voire même de confiscation là, de cette élection-là, est-ce que vous diriez que cette attitude, c'est un déni de démocratie? Vous savez, si on dézoome un peu, on prend un peu de champ, Emmanuel Macron, il a été élu il y a 7 ans pour être le président jupitérien. Chez nous, on le désigne comme le président au-dessus de la mêlée. Il se voyait comme non pas uniquement, vous savez, un petit président, mais quelque part un président devant l'histoire qui a appris ses classiques, qui a pris la mesure du rôle présidentiel et qui ne serait pas un petit président qu'on oublierait facilement. Or, ce qu'il a réussi à faire, qui tient à la fois je pense, d'une erreur tactique et d'une vraie folie présidentielle, il y a quelque chose d'invraisemblable dans la dissolution, c'est que, en prononçant cette dissolution, il a à la fois voulu, quelque part, pousser les Français à une espèce de séance de rattrapage. Parce que durant les européennes, au sortir des européennes, les Français avaient déjà clairement dit « Nous ne voulons finalement pas vraiment du parti d'Emmanuel Macron, on en a assez de la Macronie ». Et ils ont porté le Rassemblement national en tête avec 35% des voix à peu près, 34 je crois aux européennes. Donc il a dissous pour offrir aux Français un exercice démocratique de plus, les élections législatives. Durant ces élections législatives, le premier tour, je le disais tout à l'heure, c'était un premier tour anti-Macron. Et finalement, le second tour est devenu tout sauf le RN et maintenant tout sauf LFI. Ce qui fait qu'on arrive dans une situation invraisemblable dans laquelle les partis qui ont fait le plus gros score, le RN à droite et on peut dire les LFI parmi le Front populaire, sont aujourd'hui écartés petit à petit de l'arc républicain, ce qui fait qu'en fait, on invente une espèce de régime parlementaire assez curieux dans lequel les principaux partis qui ont fait les plus gros scores seraient exclus de la chose gouvernementale. Ça veut dire qu'au bout, il y a un vrai problème démocratique dans une apparence, c'est une apparence de démocratie, et au bout, on écarte les partis les plus, entre guillemets, populaires, sous prétexte de populisme. Donc ça devient une démocratie de l'entre-soi, et un régime très macronien, mais assez peu démocratique. Donc, on va suivre de très près, encore une fois, là, ce qui se passe côté politique chez vous, parce qu'il y a des rebondissements à tous les jours. Et c'est juste, je voulais juste dire aussi, c'est fascinant, je regardais certains sondages. Il y avait un sondage aujourd'hui, c'était hier, en fait, sur BFM, où on disait que 7 Français sur 10 ne sont pas satisfaits des résultats de ces élections législatives. Il y a seulement 30% des Français qui sont favorables à un gouvernement uniquement composé des membres de cette union de gauche. Et aujourd'hui, il y avait un sondage chez News Europe 1 CSA, 80%, donc 8 Français sur 10 qui se disent inquiets de la situation politique actuelle. Donc, on aura l'occasion de s'en reparler. Ghislain Benessa, avocat, docteur en droit et auteur du livre « On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges ». Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.